Qui aurait pu penser que derrière les colonnes de marbre du palais, sur la côte de Rhode Island, se cachait non seulement une histoire de richesse, mais aussi le cri d'une femme qui refusa d'être l'ombre d'un homme. Marble House, une demeure construite non pas au nom du luxe, mais au nom de la lutte. À la fin du 19e siècle, alors que les États-Unis connaissaient une explosion de richesse industrielle, c'est ici, parmi les dalles lisses de marbre de Carrare, que se déroulait l'une des transformations les plus inattendues de l'époque. La naissance du féminisme au sein de la haute société. Elle n'est pas née dans un palais, mais dans la poussiéreuse Mobile, dans le sud, où les plantations de coton apportaient la richesse à quelques-uns et la misère à la majorité. Alva Erskine Smith, intelligente, fière, ambitieuse, trop indépendante pour une jeune femme de province, trop ambitieuse pour une sudiste de son époque. Lorsqu'elle épousa William Kessam Vanderbilt, petit-fils du roi des chemins de fer Cornelius Vanderbilt lui-même, la société new-yorkaise y vit un mariage de raison. Mais personne ne savait que cette union deviendrait l'arène d'une guerre. Une guerre entre l'ancienne aristocratie et l'argent nouveau, entre une femme et le système, entre l'amour et le pouvoir. En 1888, alors qu'en Europe on construisait des cathédrales d'acier et de verre, Alva ordonna à l'architecte Richard Morris Hunt d'ériger une demeure qui ferait taire les temples de l'ancienne noblesse. Elle ne demandait pas le confort, elle exigeait une déclaration. Et cette déclaration devait être faite de pierre. La Marble House sur Bellevue Avenue, construite avec 500 000 pieds cubes de marbre et coûtant 11 millions de dollars, ne devait pas être qu'un simple refuge estival. Elle devait devenir le manifeste d'une nouvelle Amérique, où les femmes ne sont pas des ornements, mais des créatrices. Mais derrière cet éclat se tenait une ombre. Personne ne se doutait que le cadeau de son mari, un palais dont la valeur équivalait au prix de la vie de milliers d'ouvriers, marquerait le début de la fin de leur mariage. Dans ces salles, où la lumière dansait sur l'or et où les salons résonnaient des voix de l'élite industrielle, Alva ressentit pour la première fois le froid du pouvoir qui ne rend pas l'être humain libre. Chaque réception du soir, chaque lustre de cristal, chaque tableau provenant d'une vente aux enchères européennes devenaient non pas des attributs de succès, mais un rappel de sa dépendance. Le contraste était presque symbolique. Une femme entourée de 1000 bougies, mais elle-même plongée dans une obscurité intérieure. De l'extérieur, une fête de l'âge doré. À l'intérieur, la prémonition d'une révolte. Lorsque la Marble House fut ouverte au public au printemps 1892, les journaux écrivirent sur le nouveau Versailles du Nouveau Monde. Mais peu savaient que ce jour-là, Alva retenait à peine ses larmes. Ce palais, resplendissant de marbre et de miroirs, n'était pas un don d'amour, mais un rappel de la cage. Ainsi commença l'histoire de la plus belle demeure d'Amérique, qui devint le symbole non seulement du luxe, mais aussi de la protestation. L'histoire d'une femme qui bâtit un temple d'ambition, mais y trouva la conscience de sa propre non-liberté. Et pendant que les invités admiraient les colonnes, Alva préparait déjà son premier coup contre les fondements de la société. Un pas qui allait changer non seulement son destin, mais aussi la position des femmes en Amérique. Et dans ce paradoxe réside l'essence de Marble House. Il fut créé pour magnifier un homme, mais devint un monument à l'éveil féminin. Mais à quel prix? Alva, c'est ici même, entre ces murs, que commencera une histoire qui transformera un palais personnel en symbole du conflit moral de l'époque et obligera l'Amérique à se regarder dans le miroir de sa propre richesse. Pour comprendre Alva Vanderbilt, il faut revenir non pas à ses bals, mais à son enfance. Elle est née le 17 janvier 1853 à Mobile, Alabama, dans la famille du marchand Murray Smith. Son enfance s'est déroulée dans un monde où l'argent déterminait tout, mais accordait très peu de pouvoir aux femmes. La guerre civile a ruiné la fortune familiale,
Et Alva grandit avec la conscience que sa seule chance n'était pas la parenté, mais l'intelligence. Quand elle déménagea à New York, la société y était régie par des règles contre lesquelles elle se rebellerait bientôt. Les vieilles familles, les Astor, les Schermerhorn, les Livingston, méprisaient les nouveaux riches Vanderbilt, les considérant comme opulents mais grossiers parvenus. Alva voyait ce que les autres femmes de l'époque ne voyaient pas. Elle comprenait que la richesse sans reconnaissance n'était rien. Pour elle, le statut social n'était pas un caprice, mais une stratégie de survie. Sa philosophie se formait à partir de contradictions, fierté sudiste et calcul nordiste, esthétique de Versailles et froide mécanique des affaires. Elle ne rêvait pas de bijoux, elle rêvait du pouvoir des symboles. C'est là le premier pas de sa stratégie. Utiliser l'architecture comme un langage. Quand Alva épousa William Kissam Vanderbilt en 1875, elle obtint non seulement un mari, mais aussi une plateforme. William était le petit-fils de Cornelius Vanderbilt, l'un des hommes les plus riches du monde, ayant amassé sa fortune grâce aux chemins de fer et aux bateaux à vapeur. Mais malgré des sommes faramineuses, la famille restait un paria de la haute société. Les vieilles familles de Manhattan gardaient leurs portes closes. Alva comprit que cette bataille ne serait pas gagnée par l'argent, seulement par l'esthétique et l'idée. Dans les années 1880, elle commença à construire son chemin vers le pouvoir par l'art de la représentation. Ce palais, resplendissant de marbre et de miroirs, n'était pas un don d'amour, mais un rappel de la cage. Ainsi commença l'histoire de la plus belle demeure d'Amérique, qui devint le symbole non seulement du luxe, mais aussi de la protestation. L'histoire d'une femme qui bâtit un temple d'ambition, mais y trouva la conscience de sa propre non-liberté. Et pendant que les invités admiraient les colonnes, Alva préparait déjà son premier coup contre les fondements de la société. Un pas qui allait changer non seulement son destin, mais aussi la position des femmes en Amérique. Et dans ce paradoxe réside l'essence de Marble House. Il fut créé pour magnifier un homme, mais devint un monument à l'éveil féminin. Mais à quel prix? C'est ici même, entre ces murs, que commencera une histoire qui transformera un palais personnel en symbole du conflit moral de l'époque et obligera l'Amérique à se regarder dans le miroir de sa propre richesse. Pour comprendre Alva Vanderbilt, il faut revenir non pas à ses bals, mais à son enfance. Elle est née le 17 janvier 1853 à Mobile, Alabama, dans la famille du marchand Murray Smith. Son enfance s'est déroulée dans un monde où l'argent déterminait tout, mais accordait très peu de pouvoir aux femmes. La guerre civile a ruiné la fortune familiale, et Alva grandit avec la conscience que sa seule chance n'était pas la parenté, mais l'intelligence. Quand elle déménagea à New York, la société y était régie par des règles contre lesquelles elle se rebellerait bientôt. Les vieilles familles, les Astor, les Schermerhorn, les Livingston, méprisaient les nouveaux riches Vanderbilt, les considérant comme opulents mais grossiers parvenus. Alva voyait ce que les autres femmes de l'époque ne voyaient pas. Elle comprenait que la richesse sans reconnaissance n'était rien. Pour elle, le statut social n'était pas un caprice, mais une stratégie de survie. Sa philosophie se formait à partir de contradictions, fierté sudiste et calcul nordiste, esthétique de Versailles et froide mécanique des affaires. Elle ne rêvait pas de bijoux, elle rêvait du pouvoir des symboles. C'est là le premier pas de sa stratégie. Utiliser l'architecture comme un langage. Quand Alva épousa William Kissam Vanderbilt en 1875, elle obtint non seulement un mari, mais aussi une plateforme. William était le petit-fils de Cornelius Vanderbilt, l'un des hommes les plus riches du monde, ayant amassé sa fortune grâce aux chemins de fer et aux bateaux à vapeur. Mais, malgré des sommes faramineuses, la famille restait un paria de la haute société. Les vieilles familles de Manhattan gardaient leurs portes closes. Alva comprit que cette bataille ne serait pas gagnée par l'argent, seulement
par l'esthétique et l'idée. Dans les années 1880, elle commença à construire son chemin vers le pouvoir par l'art de la représentation. Son bal pour les débuts de sa fille Consuelo, en 1883, dans la demeure des Vanderbilt sur la 5e avenue, devint un événement dont toute l'Amérique parla. 500 invitations, des orchestres en direct, des costumes de l'époque de Louis XV. Ce fut son premier manifeste social. Si l'ancienne société ne l'acceptait pas, elle en créerait une nouvelle. Mais derrière la magnificence se cachait une philosophie. L'architecture comme arme, la mode comme diplomatie, l'art comme langage du pouvoir. Son union avec William était une alliance d'ambition rationnelle. Lui, l'héritier d'un empire, elle, la stratège de l'image. Cependant, derrière cette stratégie, une tension interne montait progressivement. Il cherchait les plaisirs, elle, la reconnaissance. Il construisait des yachts, elle, une idée. Dans leur maison, l'argent coulait à flot, mais les conversations se transformaient de plus en plus souvent en froid calcul. Durant ces années, en Amérique, se formait le concept de nouvelles richesses. Des milliardaires sans tradition, avec d'immenses fortunes et un manque de poids historique. Alva fit un pas qui allait définir sa place dans l'histoire. Elle décida de transformer la demeure en instrument de vengeance sociale. La demeure ne devait pas seulement briller, mais forcer l'ancienne noblesse à s'incliner. C'est de cette vision du monde que naquit Marble House. Non pas une simple résidence, mais un manifeste. Sa philosophie était que la beauté peut être une force si elle exprime le pouvoir de la raison, et pas seulement le luxe. Elle voulait créer un espace où chaque salle affirmerait son droit d'être entendue. Son marbre devait résonner plus fort que les noms de ses ennemis. Alva n'était pas qu'une maîtresse de maison, elle était l'architecte de son destin. Quand elle regardait les plans de Richard Morris Hunt, elle ne voyait pas un plan de pièces, mais une carte de conquête de la société. Pour elle, la maison était le miroir de son âme, sculpté dans la pierre. Mais c'est dans ce miroir qu'elle créerait de ses propres mains, qu'elle verrait un jour sa solitude. À la fin des années 1880, Alva avait déjà cessé d'être simplement l'épouse d'un millionnaire. Elle était devenue un phénomène. Une femme qui avait compris qu'une maison pouvait devenir une arme. Sa philosophie était simple et cruelle. Si le monde ne te reconnaît pas, construis un monde qu'il ne pourra ignorer. Au tournant des années 1880, Alva Vanderbilt réalisa: pour ancrer son nom dans l'histoire, une seule demeure à New York ne suffisait pas. Il lui fallait quelque chose de plus. Un symbole qui serait un défi au vieux monde. En 1888, elle engagea l'architecte Richard Morris Hunt, élève de l'École des Beaux-Arts de Paris. Hunt fut le premier Américain à se voir accorder un tel honneur et comprenait le langage de la grandeur aussi profondément qu'elle. Leur rencontre devint la fusion de deux mondes, les ambitions d'une femme et le génie d'un maître, le tempérament sudiste et la discipline française. Il proposa un projet audacieux, une demeure entièrement en marbre, inspirée par l'architecture de Versailles et le triomphe de Louis XIV. Alva comprit instantanément la symbolique. Cette même cour où une femme pouvait régner si elle possédait l'intelligence. Elle commanda le palais, non pas pour s'y abriter, mais pour déclarer « Désormais l'Amérique a son propre Versailles ». Ainsi, Marble House devint une idée incarnée dans la pierre. Durant cette période, son mariage avec William battait de l'aile. Il passait de plus en plus de temps sur ses yachts et aux courses hippiques, tandis qu'elle en passait de plus en plus sur le chantier de construction. Le contraste était frappant. Un homme avec des millions mais sans but, et une femme sans droit politique mais avec une vision de l'avenir. Elle transformait chaque pièce en argument. Il payait les factures.
mais le pouvoir sur le sens lui appartenait. En janvier 1889, elle déclara à un journaliste que la maison était un cadeau de son mari. Mais tous comprenaient. En réalité, c'était son propre manifeste. La construction dura 4 ans. Du marbre de Carrare était acheminé d'Italie, des meubles de l'époque rococo de France, des miroirs de Belgique, des tissus d'Angleterre. Chaque détail témoignait d'un dialogue des cultures. Le vieux monde offrait son éclat au nouveau. Des centaines d'artisans, d'ingénieurs et de sculpteurs travaillèrent. Le fracas des marteaux et le grincement des scies se mêlaient au vent de l'Atlantique. Newport se transformait en scène. Une poème architecturale sur le pouvoir de la beauté y était créée. Lorsque Marble House fut achevé en 1892, ses portes s'ouvrirent à ceux qui, encore récemment, refusaient au Vanderbilt une poignée de main. Les journaux écrivirent sur la révolution de marbre. Les vieilles familles, qui méprisaient discrètement les nouveaux riches, vinrent contempler la merveille. Alva se tenait au pied de l'escalier, vêtue de blanc, telle une reine de marbre. Ce jour-là, une fusion de deux mondes eut lieu. La richesse du siècle industriel épousa la culture de l'aristocratie européenne. Et pourtant, ce mariage ne fut pas seulement social, mais aussi une rupture intérieure. Marble House devint le miroir de ce qu'Alva avait cherché toute sa vie: la reconnaissance, le pouvoir, le sens. Mais plus sa demeure s'élevait, plus la fissure dans la famille s'approfondissait. Elle avait gagné la bataille contre la société, mais perdait la guerre de l'amour. Dans ses murs résonnait non seulement le rire des invités, mais aussi le silence tendu de deux personnes qui ne s'entendaient plus. Marble House devint sa victoire et sa condamnation. Ici, Alva obtint enfin l'adoration, mais perdit l'intimité. Elle créa un chef-d'œuvre pour prouver au monde qu'une femme était capable de grandeur, et le monde s'inclina. Mais la demeure, construite comme un symbole d'union, devint un monument à la désintégration. Et bientôt, cette désintégration l'amènera à un acte qui secouera l'Amérique. Marble House impressionnait dès la première seconde. De l'extérieur, une symétrie rigoureuse et une blancheur éblouissante sous le soleil de Newport. Des centaines de tonnes de marbre de Carrare donnaient une impression non seulement de richesse, mais d'éternité. Quand un invité montait le grand escalier, il semblait entrer non pas dans une maison, mais dans un temple de la volonté humaine. Des laquais en gants blancs se tenaient aux portes, et à l'intérieur, l'air sentait un mélange de cire de bougie, de fleurs et de pierres, froide et vivante à la fois. Le hall principal frappait par son ampleur. Des plafonds de plus de 10 mètres de haut, des murs revêtus de panneaux dorés, des miroirs se reflétant à l'infini. C'était le cœur de la maison, et sa métaphore, un lieu où tout se multipliait à l'extrême, jusqu'à ce que l'essence même disparaisse. Alva se tenait au centre, telle une chef d'orchestre dans un orchestre de lumière. Le rôle symbolisait sa foi intérieure. La perfection n'est possible que par le contrôle. Suivait ensuite la bibliothèque, la seule pièce où l'on ressentait le silence. Des étagères en noyer, l'odeur des vieilles reliures, des fauteuils près de la fenêtre. C'est ici qu'Alva recevait architectes, artistes, femmes intéressées par l'éducation. De l'extérieur, un bal. À l'intérieur, une réflexion. Le contraste entre l'éclat du hall et la quiétude de la bibliothèque reflétait précisément son caractère. Passion et raison, lutte et stratégie. La salle à manger rappelait une enfilade du Louvre, des cheminées en marbre, une longue table pouvant accueillir 20 personnes à la fois. Au plafond scintillait un lustre de 1000 cristaux, dans lequel se reflétaient la flamme et les ambitions de la maîtresse de maison. Chaque plat était servi non pour le goût, mais pour la démonstration. Chaque repas était un spectacle.
Alva comprenait la psychologie du pouvoir. Celui qui crée le décor dirige la scène. Au deuxième étage se trouvaient les appartements privés. La chambre d'Alva, nacrée, avec des panneaux de marbre rose et de lourdes draperies qui ne laissaient pas passer la lumière. Ici, au milieu de la soie et de l'or, régnait un étrange silence. Ce calme n'était pas un confort. C'était le refuge d'une personne habituée aux applaudissements, mais fatiguée d'eux. La salle de bain, recouverte de marbre de Toscane, avait des robinets en argent et une baignoire taillée dans un seul bloc. Même dans l'intimité, Alva ne s'accordait pas de simplicité. Une place particulière était occupée par le pavillon de thé chinois dans le jardin. Construite plus tard, elle devint le symbole d'une nouvelle étape de la vie d'Alva, son engagement dans le mouvement pour les droits des femmes. Ici, sous les toits fins, elle rassemblait des suffragettes, et la maison de marbre fut pour la première fois remplie de voix de protestation. Dans ces conversations, naissait une autre compréhension de la grandeur, non par le luxe, mais par le sens. Marble House n'était pas seulement une maison, c'était un autoportrait de l'époque du Gilded Age. Ces 50 pièces reflétaient les gradations du désir humain, du pouvoir ostentatoire à la fatigue intime. Les domestiques, 36 personnes, chacune avec un rôle clairement défini, assuraient le rythme de ce géant, tel un mécanisme invisible. Sur 20 acres de terrain se dressaient des fontaines, des allées de carrosses, des chemins infinis de gravier blanc. Mais plus la maison devenait parfaite, plus le froid se faisait sentir. Le marbre était magnifique, mais muet. Il reflétait tout, sauf la chaleur. Les gens venaient, admiraient et partaient. Et Alva restait au milieu des miroirs qui multipliaient son image, mais ne donnaient pas le reflet de son âme. Cette maison, conçue comme une ode au pouvoir, se transformait en un rappel de sa solitude. La grandeur atteignit son apogée, et inévitablement, une fissure devait suivre. Car une maison, construite comme un symbole de force, contient toujours la faiblesse de celui qui l'a créée. Au moment où Marble House ouvrit ses portes, Alva Vanderbilt était déjà au sommet de l'Olympe mondain. Les journaux la nommaient la souveraine de Newport, et les photographes se disputaient l'opportunité de capturer ne serait-ce qu'un fragment de son royaume de marbre. Mais derrière l'éclat de sa réputation se cachait une ombre, froide, longue, inévitable. Alva avait tout obtenu ce dont elle rêvait, la reconnaissance, le luxe, le pouvoir. Et soudain, elle réalisa que tout cela ne donnait pas de sens à la vie. Son mariage avec William s'était définitivement brisé. Ses infidélités étaient devenues non pas un secret, mais une routine. Et sa fierté froide, un mur impénétrable. Ils vivaient sous le même toit, mais à des étages différents, tels deux monuments érigés côte à côte par obstination et non par amour. En 1895, Alva demanda le divorce, un acte équivalent à un scandale. Une femme divorcée dans la haute société, cela sonnait comme un suicide. Mais Alva agit de nouveau stratégiquement. Elle fit de sa disgrâce un instrument. Elle gagna le procès, conservant non seulement l'argent, mais aussi le respect. L'Amérique fut stupéfaite. Pour la première fois, une femme ne se taisait pas, mais dictait ses conditions à un homme. Alva redevint un symbole, non plus du glamour, mais de l'indépendance. Et Marble House, construite comme le trophée de son triomphe social, se transforma en une arène pour un nouveau spectacle, le spectacle de la libération. Pendant ces années, le mouvement des suffragettes gagnait en force en Amérique. Alva, ayant vécu la destruction de ses illusions, y vit le reflet de sa propre lutte. Elle ouvrit les portes de son palais de marbre aux réunions d'activistes, et les pièces où résonnait autrefois la musique de Strauss se remplirent de discours sur le droit de vote. Les colonnes blanches furent témoins d'une autre révolution, non pas en soi, mais en idée. Mais ce nouveau rôle n'était pas sans difficulté. Alva restait une femme de contradiction. Tout en défendant les droits des femmes,
elle mesurait encore le succès aux bijoux et aux gros titres des journaux. Ses généreuses donations aux organisations féministes s'accompagnaient d'un désir douloureux de les contrôler de l'intérieur. Sa fierté ne connaissait pas de demi-mesure. Si elle croyait, elle exigeait la loyauté de tous. C'est là la tragédie du pouvoir. Même au nom de la liberté, Alva cherchait la soumission. En 1905, elle maria sa fille Consuelo au duc de Marlborough, un arrangement qui devint l'apothéose du pragmatisme social. Consuelo pleura, mais se rendit à l'autel. Alva sacrifia le bonheur de sa fille pour un titre, pour la dernière preuve que les Vanderbilt n'étaient pas seulement égaux à l'aristocratie, mais supérieurs à elle. Le début de Consuelo à Londres fut le triomphe de la mère, mais aussi sa défaite morale. Dans les yeux d'Alva brillaient des diamants, et dans son cœur résonnait le vide. Des années plus tard, réalisant le prix de cet arrangement, Alva se repentira sincèrement. Elle dira « Je pensais avoir donné un monde à ma fille, mais je ne lui ai donné que des chaînes. » Après cette confession, elle abandonnera définitivement le rôle d'impératrice mondaine et se tournera vers la cause qui était désormais sa foi, la lutte pour les droits des femmes. Marble House, où se décidaient autrefois les destins des bals et des titres, se transforma en un symbole de la dignité féminine. Dans ses murs résonnaient des conférences sur les droits civiques, des discussions sur l'avenir de l'Amérique, sur l'égalité et l'éducation. Le marbre n'était plus froid. Il était devenu l'écho d'une nouvelle ère. Mais la solitude n'avait pas quitté Alva pour autant. Ses yeux, reflétés dans les miroirs du hall, ne cherchaient plus la reconnaissance. Ils cherchaient la paix. La personne qui avait conquis la société n'avait pas pu conquérir son propre cœur. Et c'est là la principale morale de son histoire. La grandeur, atteinte par la lutte, engendre inévitablement la fatigue. Alva Vanderbilt mourut en 1933, laissant derrière elle non seulement Marble House, mais aussi l'image d'une femme qui avait construit son trône sur les ruines des préjugés. Sa vie devint une parabole sur la force capable de traverser le temps et sur le prix que l'âme paie lorsqu'elle se transforme en symbole. Après le divorce et les scandales, Alva Vanderbilt se refaçonna comme à partir des éclats de marbre qui avaient autrefois orné sa vie. Le XXe siècle était arrivé, un temps de machines, de télégraphes et de guerres. L'Amérique changeait, et avec elle, son aristocratie. Les vieux hôtels particuliers se vidaient, les bals s'éteignaient. Mais Marble House restait debout, comme un symbole d'une époque trop fière pour mourir. En 1914, la Première Guerre mondiale éclata. Consuelo, la fille d'Alva, maintenant duchesse de Marlborough, ouvrit un hôpital en France, s'occupant des soldats blessés. Alva était fière d'elle, mais cette fierté avait un goût de repentance. Cette jeune fille, dont elle n'avait autrefois pas entendu les larmes, montrait maintenant la force qui manquait à sa mère. Le monde s'effondrait, et avec lui, l'illusion du pouvoir éternel. Marble House, à cette époque, restait vide la majeure partie de l'année. Les rideaux étaient baissés, les miroirs s'assombrissaient, l'or ternissait. À Newport, les familles riches quittaient leur palais d'été. L'entretien de telles propriétés était devenu trop coûteux même pour les Vanderbilt. La maison, construite comme un défi au vieux monde, était maintenant elle-même son propre monument. Alva revenait de plus en plus souvent seule ici. Parfois, elle s'asseyait dans le grand salon près des fenêtres, regardant l'océan, et, comme l'écrivirent des témoins, pouvait rester silencieuse pendant des heures. Pour certains, c'était le signe d'une solitude orgueilleuse. Pour d'autres, le moment de sa véritable réconciliation. C'est ici qu'elle prononça pour la première fois les mots
que les historiens répéteront plus tard. Chaque maison est une âme figée dans le temps. Après la guerre, Alva se consacra définitivement à l'activité publique. Elle participa à des marches de suffragettes, s'exprima à New York, Washington et même à Londres. Dans ses discours résonnaient non pas des déclarations, mais une expérience personnelle de douleur et de dépassement. Elle disait que le luxe n'était pas l'éclat, mais la capacité de choisir son propre destin. Marble House se transforma progressivement en un symbole de la transition de la richesse personnelle au patrimoine public. Alva l'ouvrit pour des événements caritatifs, des expositions, des conférences. Les mêmes salles où résonnaient autrefois les arias de Verdi se remplirent désormais des voix de scientifiques et de réformateurs. La maison, construite pour la reconnaissance, devint un temple du sens. Quand Alva mourut en 1933, son corps ne fut pas ramené à Marble House. La maison n'était plus le lieu de sa vie, mais son mythe. Après sa mort, la maison fut vendue, mais le souvenir de sa propriétaire ne disparut pas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le manoir resta inoccupé, enveloppé de poussière, tel un immense sarcophage. Les gens passaient devant, sans savoir que derrière ces fenêtres se décidaient autrefois les destins de l'avenir des femmes en Amérique. Et pourtant, même abandonnée, Marble House ne devint pas morte. Dans ces murs de marbre continuait de résonner l'histoire d'une femme qui transforma sa propre douleur en une idée et son nom en un héritage. Au XXe siècle, ce bâtiment deviendra un musée. Et pour ceux qui montent aujourd'hui ces marches, chaque salle ne murmure pas la richesse, mais le prix de la liberté. Aujourd'hui, Marble House se dresse sur la côte atlantique, immobile, froide, majestueuse. Quand on entre, le marbre semble vivant. Il garde le souffle de sa créatrice. Alva Vanderbilt est partie depuis longtemps, mais la maison est restée sa voix. Celui qui écoute le silence des salles n'entend pas le murmure des domestiques, mais l'écho d'une volonté féminine qui a traversé le siècle. Après sa mort, le manoir changea plusieurs fois de propriétaire. En 1947, Harold Vanderbilt le céda à la Société pour la préservation du patrimoine architectural de Newport. C'est ainsi que Marble House devint pour la première fois publique. La maison, construite pour le pouvoir, devint une maison de la mémoire. Alva, dont le nom était autrefois associé à l'orgueil, se transforma en un symbole de transformation et de force. Aujourd'hui, on y vient non pas pour l'éclat, mais pour la compréhension. Les guides racontent « Cette maison n'est pas seulement de l'architecture, c'est une déclaration sur le droit d'une femme de choisir son propre chemin. » Les colonnes blanches, les miroirs et les escaliers n'apparaissent plus comme un luxe, mais comme une autobiographie de pierre. Marble House est devenu le miroir de l'Amérique, qui a vécu sa propre maturation. Son marbre rappelle « La richesse sans idée s'effondre, comme une maison sans fondation. » Alva cherchait la reconnaissance, mais trouva un héritage. Debout sur ses marches, il est difficile de ne pas ressentir le symbole. Chaque dalle est un pas de la vanité personnelle vers le sens collectif. Cette maison n'est pas un mausolée de la richesse, mais un monument à la liberté intérieure. Alva Vanderbilt a construit un palais, mais a laissé une leçon. Que la grandeur ne réside pas dans l'or, mais dans la capacité à changer son temps.